Ok, on est parfaitement à l'heure. Donc, pour continuer sur cette session épidémiologie plutôt humaine, on a le plaisir d'avoir Sylvain Gandon qui vient de Montpellier. Sylvain est modélisateur. En fait, je pense qu'il n'a pas vraiment besoin d'introduction parce qu'il est extrêmement connu. Et donc, il va nous parler de SARS-CoV-2 et d'adaptation du SARS-CoV-2. Sylvain, en anglais ou en français, comme tu veux. Je vais parler français si ça vous va. C'est trop clair que les plus sont c'est formidable. Je vais vous parler d'un travail qui est en cours. C'est pas vraiment de la phylodynamique, il n'y aura pas d'arbre phylogénétique, mais j'avais vraiment envie de venir à cette conférence là pour discuter avec vous, pour avoir des retours. Donc voilà, c'est un travail en cours qui a commencé en fait avec David Kennedy, Andrew Reed et Troy Day. Donc il y a plus d'un an, c'était pour essayer de proposer en fait un cadre qui permettrait de décrire l'évolution phénotypique des variants. Donc ça, c'est la première partie de ce que je vais vous montrer, c'est de présenter ce cadre. Et puis au fur et à mesure en fait qu'on a travaillé là-dessus, en fait on a voulu en fait l'utiliser pour se rapprocher des données et voir quels étaient les types de données qui nous permettraient en fait de replacer les différents variants dans ce cadre-là. Et on a l'impression qu'il y a des choses qui sont possibles. Donc c'est ça que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Donc rapidement. Donc, ce qui nous intéresse, ce qu'on constate là depuis en gros décembre 2020, c'est avec l'apparition de alpha et puis la succession des variants, c'est qu'il y a un processus évolutif sans précédent en fait, qui nous permet de suivre en fait l'adaptation et l'évolution du virus pendant la pandémie. Mais ce qu'on ne sait pas bien, c'est qu'est-ce qu'il y a en fait derrière ces différents variants en termes de phénotype. On voit que alpha était sans doute plus vite que les variants ancestraux, delta a remplacé alpha, omicron remplace delta, mais on ne sait pas bien pourquoi en fait. Donc c'est ça qu'on essaie de préciser. Alors ça, c'est des résultats qui en fait mettent en relation en fait ces aptitudes compétitives. Donc l'idée là ici, c'est de représenter au cours du temps la fitness relative en comparant les R qui peuvent être estimés à partir des données des différents variants. Donc on voit clairement avec ces figures-là qu'il y a une augmentation de la fitness. Mais ce qui est un peu frustrant avec ce genre de graphe, c'est que en fait, finalement, avec cet axe-là, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la population humaine. Notamment, il y a des individus qui sont infectés, qui deviennent recovered, donc en fait, ils développent une immunité. Donc en fait, la population, le paysage dans lequel le virus se disperse est très différent qu'il ne l'était en 2020. Et puis après, il y a eu aussi les vaccins qui sont arrivés. Donc ça bouleverse en fait le paysage immunitaire, mais aussi la sélection sur le virus. Et ça, c'est pas pris en compte en fait dans ce genre de figure. Alors, il y a eu des tentatives de décrire un peu ces phénotypes. Donc là, c'est à partir de tests sérologiques. Donc ça, c'est des travaux qui ont été classiquement utilisés pour décrire en fait l'évolution phénotypique de la grippe. Donc là, l'idée, c'est de prendre des sérums issus de patients qui ont été infectés par différentes souches de virus de grippe. Et cette méthodologie-là, en fait, permet de décrire en fait comment les virus se comportent face à différents sérums. Donc ça a permis vraiment de décrire comment la grippe évoluait d'une année sur l'autre en contournant les immunités passées. Et c'est la même méthodologie qui a été utilisée ici pour le SARS-CoV-2. Et donc ce qu'on voit en fait, c'est que les souches ancestrales sont assez clusterisées. Et puis il y a des variants en fait qui étaient assez vite repérés, bêta, gamma, qui étaient censés être des phénotypes qui échappaient à l'immunité et qui en fait se détachent en fait dans cette carte-là. Donc c'est assez, ça confirme un peu cette idée qu'il y a des phénotypes d'échappement à l'immunité. Et puis quand on place Omicron dans cette carte-là, on voit en fait qu'on est très très éloigné des phénotypes bêta. Donc on a comme ça une image en fait qui peut être très utile pour par exemple se demander si il serait temps, quand on a un variant qui circule comme ça, de développer de nouveaux vaccins
Et c'est dans ce but-là que ça a été aussi développé pour suivre l'évolution de la maladie. Mais ce qui est pas clair, c'est qu'en fait, ces axes-là, ils sont un peu mystérieux. En fait. C'est une analyse en composantes multiples qui permet de séparer en fait, la variation phénotypique, mais on n'arrive pas bien à donner du sens à ces axes-là. Alors, pour avancer un peu dans le cadre qu'on a proposé, en fait, on a proposé un modèle très simple de vaccination, donc où il y a des hôtes naïfs et puis qui peuvent être infectés avec une certaine force d'infection. Et puis la vaccination va les protéger, mais de manière imparfaite. Donc la force d'infection va être diminuée par la vaccination. Et donc c'est ce qu'on voit ici avec ce paramètre sigma qui décrit la capacité du virus à infecter des hôtes qui sont immunisés. Puis ça peut dépendre des variants, des souches. Et donc c'est l'indice petit i. Donc ça, on peut le faire en équation. Donc on a des équations qui décrivent la dynamique des variants au cours du temps. Donc on a la force d'infection qui va faire qu'on infecte des nouveaux hôtes naïfs, et puis ils vont guérir avec un certain taux, qui va dépendre aussi du fait que l'hôte est naïf ou vacciné. Et puis de la même manière, il y a des hôtes vaccinés qui peuvent être infectés. Et ça va être aussi affecté par les souches avec les phénotypes des variants. Si on fait un certain nombre d'hypothèses, notamment que le taux de guérison est le même chez les naïfs et les vaccinés, on verra qu'on peut relâcher cette hypothèse. En fait, on peut écrire la fitness d'un variant simplement comme une somme pondérée de ce qui se passe chez des hôtes naïfs et des hôtes vaccinés, avec P, la proportion des individus qui sont vaccinés dans la population. On va voir que ça va nous aider en fait à décrire ce cadre que je décrivais tout à l'heure. Donc en gros, ce qu'on dit ici, c'est qu'il y a des hôtes naïfs, et il y aura deux traits qui vont nous intéresser, la capacité à infecter des hôtes naïfs, le taux de transmission, ça va caractériser la fitness dans les hôtes naïfs, ce petit taux de croissance malthusien, et puis on a la même chose dans les hôtes qui sont vaccinés, on a une fitness dans les hôtes vaccinés, et en fait, la fitness globale, ça va être simplement le terme de la moyenne, en fait, sur ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Donc, on va commencer à créer cette carte-là en se disant, bon, en fait, quelle est la fitness sur les hôtes naïfs? Donc, ça va être ce premier axe. Et puis, il y aura un deuxième axe qui va être la fitness sur les hôtes vaccinés. Et on va vouloir replacer nos variants sur cette carte-là. Alors, on va imaginer, en fait, une souche, par exemple, la souche ancestrale de Wuhan. Elle va probablement, enfin, on s'attend à ce qu'elle soit à la gauche de cette première bisectrice, puisqu'en fait, ce que décrit en fait cette carte-là, c'est que le taux de croissance en fait de la souche sur les hôtes naïfs va être supérieur que sur une souche vaccinée. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on attend d'un vaccin pour qu'il soit efficace. Il faut qu'il réduise le taux de croissance de la souche. Donc c'est bien ce qu'on a là. En fait, ça très précisément, ça mesure en fait l'efficacité vaccinale en fait sur cette carte-là. On voit qu'on peut donner un peu du sens au placement dans cette carte-là. Et puis, qu'est-ce qui va se passer quand on a de la mutation, en fait? Si on prend cette souche-là et qui mute, en fait, donc on a tout un tas de théories, en fait, sur les paysages adaptatifs, en fait, qui nous disent qu'on s'attend à ce que la mutation, il y ait plein de mutations qui soient délétères, donc qui vont décroître, en fait, le taux de croissance de la souche, parce qu'il va y avoir des effets délétères de ces mutations, et puis, il peut aussi y avoir des mutations qui augmentent la fitness. Si on les représente ici, ça va être des points qui vont se retrouver soit en haut, soit à droite de ce graphe-là. Alors, toutes ces mutations ne sont pas accessibles, on va se concentrer uniquement sur les premières mutations qui sont accessibles. Et en fait, ce que nous dit en fait notre petit modèle, là, très simple, c'est que la fitness, et donc la direction de la sélection, va dépendre en fait de la couverture vaccinale dans ces populations. Donc, quand il n'y a pas de vaccin, on va avoir une sélection pour s'adapter aux hôtes naïfs. Et puis, quand on augmente la vaccination, on va tordre, en fait, on va changer la direction de la sélection pour s'adapter aux autres vaccinés. Donc, si on peut le représenter aussi avec des graphes comme ça. Donc là, ce qu'on indique, c'est le taux de croissance malthusien d'une souche sauvage en bleu dans des hôtes naïfs et puis dans des hôtes vaccinés. Donc là, ce qu'on s'attend, c'est que le taux de croissance, quand on a un vaccin qui marche bien, ce taux de croissance devrait être plus faible avec une augmentation de la couverture vaccinale. Et puis un mutant, ici, bon là c'est un cas où un mutant qui a un taux de croissance
plus faible dans des environnements où il n'y a pas d'immunité, pas de vaccin. Mais en fait, ça, c'est un mutant qui est adapté au vaccin, donc il va avoir une fitness légèrement supérieure au sauvage dans un environnement où tout le monde est vacciné. Donc on peut définir comme ça, donc ça c'est la fitness du mutant dans les deux environnements. Ces flèches, ça va indiquer en fait le différentiel de fitness dans les deux types d'environnements. Et on peut s'amuser à faire ça en fait caractériser différentes situations. Donc là c'est une situation assez similaire, il y a un coût à l'adaptation de mutation, mais en fait cette mutation on voit qu'elle va avoir une fitness plus forte chez les vaccinés. En fait, on distingue ces deux cas parce que ici, le vaccin va diminuer la fitness du mutant, alors qu'ici, elle pourrait l'augmenter. Donc, on peut, comme ça, distinguer différents cas. Ce qui va caractériser, en fait, les cas qui sont à gauche, c'est des situations où, en fait, la courbe rouge va diminuer avec la couverture de vaccination. Donc, c'est des cas où la vaccination va diminuer, en fait, la fitness des mutants, alors que là, elle va l'augmenter. Ça, c'est une première grande catégorie. Et puis, ce qui va distinguer en fait les deux lignes, en fait, c'est que ici, là, contrairement à là, le mutant a une fitness plus faible que le sauvage, alors que là, le mutant a une fitness supérieure au sauvage dans les situations où on est dans des situations non vaccinées. C'est pour ça qu'ici, on parle de mutants qui sont généralistes, parce qu'ils sont capables de s'adapter à la fois aux situations sans vaccin et avec vaccin. Alors que là, ce sera plutôt des spécialistes, puisqu'ils arrivent uniquement à s'adapter au vaccin, puisqu'il y a un coût en l'absence d'immunité. Donc, comment on peut replacer nos variants face à ça? En fait, simplement, delta RN, ça va être le différentiel par rapport à l'axe naïf, et delta RV, ça va être le différentiel par rapport au vacciné. Donc là, c'est un cas où les deux déplacements sont positifs. Donc c'est un cas où, en fait, on a un variant qui est généraliste, mais c'est quand même un variant qui est à la gauche de cette première bisectrice, donc il y a un effet du vaccin contre sa fitness. Et puis on pourrait aussi avoir des variants qui soient à droite de la bisectrice, et là ce serait vraiment des problématiques, puisqu'on aurait des variants dont les vaccins diminueraient la fitness, augmenteraient la fitness du variant à l'issue de la vaccination. Donc quand on a créé un peu ce cadre-là, on a eu envie en fait de replacer les différents variants, en tout cas les différents phénotypes tels qu'ils avaient été décrits dans la littérature. Donc ça nous a donné un peu je vais passer choses comme ça, c'est-à-dire que en fait ce qu'on a pu voir en fait en reprenant les valeurs qui étaient données par les différents articles, c'est qu'en fait on créait en fait les alpha et delta, des variants généralistes, et à ce moment-là on s'est demandé qu'est-ce qui allait arriver après. Donc ça c'était en fin 2021, avant Omicron, et on se demandait en fait si on aurait encore plus de généralistes ou au contraire des spécialistes qui pourraient évoluer, puisqu'on s'attend à ce qu'à un moment donné, ce serait difficile d'imaginer que le Covid devienne de plus en plus généraliste. Il doit y avoir un moment, une contrainte qui fasse que ce sera difficile de devenir toujours plus fit sur les naïfs, les vaccins. Donc c'est là que je reviens un peu sur Omicron, puisque c'était à ce moment-là qu'on se posait la question et qu'il y a commencé à avoir des données. Donc Omicron, c'est la zone violette ici. Donc, si on regarde les données sur Omicron, ce qu'on voit, c'est qu'on a une croissance rapide, comme les autres variants du mutant. Et ça, le modèle, ce qu'on disait tout à l'heure, le changement en fait, de la vitesse à laquelle le variant va se répandre, ça va dépendre de ces delta RN et delta RV, mais aussi de la couverture vaccinale. Donc ça, c'est des choses qu'on peut estimer au moment de l'émergence de Omicron. Et ça nous permet si on a une bonne mesure de S, étant donné qu'on connaît P, on va pouvoir mettre en relation delta RN et delta RV. Pour pouvoir nous faire une première relation entre ces deux traits-là. Et la méthode là, que je vous présente ici, en fait, elle est basée en fait, sur le constat qu'il y a aussi autre chose qu'on peut utiliser dans les données, et notamment le fait que la fréquence va évoluer de manière différente dans les compartiments vaccinés et dans les compartiments naïfs. Et en fait, ce qu'on peut montrer en fait, en suivant la dynamique du mutant dans les deux compartiments, c'est qu'il y a une certaine différenciation, c'est-à-dire une différence entre la fréquence du mutant dans les deux compartiments qui va se créer.
s'il y a une adaptation à la vaccination. Et en fait, on peut montrer aussi avec le modèle que cette quantité-là, elle va s'équilibrer très rapidement. Donc, il va y avoir un quasi-équilibre qui va être atteint très rapidement dans ces modèles-là. Et on peut le calculer, en fait, et il va être fonction, en fait, des propriétés phénotypiques du variant qui ne sont pas, en fait, prises en compte dans ce terme-là. Donc, en fait, on a deux informations à partir de ces données-là, potentiellement, qui peuvent nous permettre de préciser, en fait, la position phénotypique du variant. Donc, pour aller plus loin, en fait, donc là, on avait un modèle très, très simple. On a essayé de créer un modèle un peu plus réaliste, donc, en particulier des naïfs. Cette fois-ci, ce n'est pas des vaccinés, mais c'est des individus qui sont soit recovered, donc qui ont réussi, qui ont infecté, et puis qui sont guéris à l'issue de l'infection, et donc ils ont une immunité naturelle. Mais ils peuvent aussi arriver dans cette classe-là à l'issue d'une première dose, par exemple, de vaccin. Et puis, au fur et à mesure des infections, on peut aussi rentrer dans une classe où on est complètement protégé contre l'infection. Et puis, il y a aussi de l'immunité, enfin, on peut perdre l'immunité avec un certain taux. On peut faire un modèle comme ça qui, en fait, structurellement, est exactement le même que tout à l'heure, puisqu'en fait, comme tout à l'heure, on a deux types d'individus qui peuvent être infectés, les naïfs et les primed, et on a deux types d'infections, les naïfs et les primed. Et donc, on a un peu la même structure des équations, donc ça ne change pas grand-chose. Mais derrière, il y a un modèle épidémiologique plus réaliste. Alors, quand on simule ce modèle-là, donc là, je montre quelques résultats de cette simulation. Donc là, on considère une épidémie qui commence à ce moment-là. Donc, on peut suivre la densité des hôtes naïfs, des hôtes qui sont, donc ici, qui ont guéri de l'infection, c'est en vert. En bleu, c'est ceux qui sont complètement immunisés de l'infection. Et puis, dans la zone verte, ici, on considère que la vaccination va commencer. Dans cette zone verte, ça va augmenter, en fait, notamment la fraction des individus qui sont primed grâce à la vaccination. Et puis, en orange, là, ce que j'ai indiqué, c'est l'introduction d'un mutant qui, dans ce cas-là, échappe à la vaccination. Donc, on voit qu'il est très fortement sélectionné. Donc, c'est un modèle assez réaliste au sens où on peut aussi prendre en compte des variations, des fluctuations du contrôle sur la transmission. Donc, c'est l'intensité des non-pharmaceutical interventions qui peuvent diminuer la transmission de manière indépendante au vaccin. Et quand on fait, donc là, c'est vraiment les mêmes simulations, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire que la fréquence moyenne du mutant, c'est la courbe noire, elle augmente très fortement, mais il y a bien une différenciation entre les deux compartiments. Et cette quantité-là qui mesure la différenciation entre les deux compartiments, elle s'équilibre. Ça, c'était la prédiction. Donc ça, c'est des simulations, on connaît les paramètres. C'était la prédiction issue des paramètres. Et on voit que ça va très, très vite. Donc là, c'est les mêmes temps. Là. Le mutant, il est introduit au temps 300. Il va se fixer, il va prendre un certain temps pour augmenter en fréquence, mais très rapidement, cette variable-là s'équilibre. Et en fait, elle se stabilise autour de ce point. Donc, on peut espérer obtenir en fait des données qui peuvent nous donner cette information-là. Donc, la méthodologie qu'on propose, en fait, elle se déroule en 4 points. La première, c'est de calculer le coefficient de sélection grand S, donc en regardant la pente du logit de la fréquence du mutant, par exemple en prenant simplement des fenêtres de temps à partir duquel le mutant a une fréquence supérieure à 5% et puis inférieure à 95%. Donc là, souvent, ça ressemble à vraiment des très très belles droites. On peut estimer le coefficient de sélection de ça. Dans cette même intervalle de temps, on peut aussi calculer cette différenciation grand Q entre les hôtes naïfs et les hôtes immunisés. Et puis après, les deux autres choses dont on a besoin en fait pour trouver la position des phénotypes dans cette carte, c'est de calculer la proportion d'individus qui sont immunisés à un moment donné. Donc ça, on peut regarder, on peut estimer cette proportion dans la même fenêtre de temps. Et puis aussi, on a besoin aussi d'avoir une idée en fait, des contrôles. Si on sait qu'ils sont en train de varier, on veut pouvoir connaître cette intensité des contrôles non pharmaceutiques. Donc, si on a ça, en fait, on peut, en utilisant uniquement le gradient de sélection, en fait, ça va nous faire une relation entre delta Rn et delta Rp. Donc, ça nous met une première droite, en fait, qui nous dit que le variant, pour qu'il ait cette valeur du S, il doit forcément se retrouver sur cette droite-là. Hein, tous les points de cette droite-là ont le même coefficient de sélection.
Et si on utilise l'information sur la différenciation, ben, en fait, ça crée une autre droite qui va nous dire qu'en fait, donc là, c'était un variant qui est adapté au vaccin, donc il va être d'autant plus décalé vers la droite que ce variant est adapté, donc il va avoir une fitness plus grande sur les vaccinés. Et en fait, en mettant en relation ces deux contraintes, ben, on arrive à, comme ça, trouver géométriquement, en quelque sorte, la position des phénotypes de ce variant. Donc, pour voir si ça marchait, en fait, on a fait des simulations. Donc là, ce que je vais présenter, en fait, c'est des simulations. En fait, on varie. Donc, c'est un scénario un peu compliqué, comme ça, où ça varie un peu le moment de la vaccination. Mais ce qu'on va faire varier, là, c'est le moment auquel le mutant est introduit dans la population. D'accord ? Et pour chacun de ces conditions initiales, je vais calculer le phénotype qui est attendu issu de cette méthode-là. Donc ça, c'est une situation. Donc là, en noir, c'est le phénotype, effectivement, que j'ai utilisé pour faire les simulations. Et en fait, ces différents points rouges, là, qu'on ne voit pas très bien, c'est autant de conditions initiales que j'ai utilisées. Donc, il y en a qui sont au tout début de l'épidémie, et puis d'autres beaucoup plus loin. Et on voit que, quel que soit, en fait, l'état initial, enfin, le temps, le moment auquel on introduit le mutant, on arrive quand même à bien situer le phénotype près du phénotype. Donc là, c'est un phénotype d'un variant qui est spécialiste sur les naïfs. Il est vraiment adapté aux naïfs. Et on peut s'amuser à faire ça pour d'autres situations. Donc là, c'est un cas où c'est un variant qui est spécialiste sur le vacciné. Et là, c'est plutôt un généraliste. Et on voit qu'on arrive quand même relativement bien à retrouver le phénotype qui était effectivement utilisé dans ces simulations. Donc, si j'ai le temps, je peux vous montrer un peu ce qui se passe quand on regarde un peu les données sur Omicron. Donc, sur Omicron, c'était un moment où en fait, il y avait relativement beaucoup de vaccination. Donc, c'était des taux de vaccination qui étaient autour de 70%. Donc là, c'est sur des données en France. Donc ça, c'est François Blancard qui a réussi à avoir des données de biogroupe où en fait, ils ont pu suivre en fait la progression du remplacement d'Omicron face à Delta. Et ça, c'est vraiment la fréquence de Omicron. Donc, la moyenne, c'est ici en gris. Et ce qui nous intéressait vraiment ici pour mettre en œuvre cette méthode, c'était vraiment de distinguer la fréquence dans les individus non vaccinés et dans les individus immunisés. Et on voit bien qu'il y a une différenciation ici entre ces deux groupes-là. Donc, on a pu d'abord retirer le coefficient de sélection de ces courbes-là. On a pu aussi, donc ça c'est quand on calcule ce Q-là au cours du temps, donc cette mesure de différenciation, estimer, donc là c'est vraiment très grossier, il y aura beaucoup plus de choses à faire pour estimer aussi l'incertitude sur ces données-là, mais on a donc là une mesure de différenciation qui indique que là il y a vraiment une adaptation au vaccin. Donc quand on utilise ça sur les données françaises, donc là il faut replacer delta dans cette carte-là déjà, donc là il y a pas mal d'incertitudes sur ce point-là, mais en reprenant les données que je viens de vous montrer là, en fait, la France, enfin le Omicron qui s'est répandu en France tombe par là. Et ce qui était intéressant, c'est que Troy Day avait aussi des données similaires pour le Canada. Et donc, on a pu jouer un peu avec la même méthode pour replacer Omicron dans ce cadre-là. Donc, ils ne sont pas très très loin. Là, il y a une assez forte différence en fait, du coefficient de sélection qu'on ne s'explique pas complètement. Donc, c'est des données partielles à chaque fois, notamment au Canada, c'est que sur l'Ontario. Mais en tout cas, la différence ici des deux courbes rouges, c'est vraiment lié au fait que le coefficient de sélection est beaucoup plus fort au Canada qu'en France. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des publications, notamment cette publication en Angleterre, où en fait, ils ont pu montrer, enfin, il y avait des figures où ils regardaient aussi la fréquence dans les naïfs et les vaccinés. On voit bien aussi, en fait, cette différenciation avec des fréquences beaucoup plus élevées chez les vaccinés que chez les naïfs. Donc, moi, j'aimerais bien pouvoir aussi comparer ce qui s'est passé en Angleterre face aux cas français et anglais. Et en conclusion, l'idée, en fait, avec cette carte-là, c'est d'essayer de caractériser les phénotypes. On sait qu'il y a des variants qui sont plus fluides que d'autres, mais on a envie d'en savoir un peu plus sur leur capacité à être adaptés ou non au vaccin. Et donc là, avec cette approche-là en plusieurs étapes, on a potentiellement un moyen pour essayer de les replacer dans cette carte-là. Donc on voit par exemple sur Omicron, c'était un généraliste.
Et dans les deux cas, au Canada et en France, on tombait un peu sur la même position. À voir si ça coïncide avec les données expérimentales, ça reste à faire. Ce qui était intéressant aussi là, c'est qu'en fait, c'est que des données de fréquence. Donc, on n'a pas vraiment besoin de données épidémiologiques pour replacer les variants sur cette carte-là. On a juste besoin en fait, de connaître ces fréquences et de leur distribution dans différents compartiments. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour compliquer le modèle, mettre plus de réalisme sur l'âge de l'infection, le temps depuis la vaccination, depuis la guérison, qui vont affecter l'efficacité de l'immunité. Il y a beaucoup d'incertitudes sur l'estimation des différentes variables que j'ai montrées. Il y aurait beaucoup de choses à faire aussi sur la dynamique multilocus, donc je ne parle pas trop de ça. Oui, donc l'idée, c'est pas de remplacer l'analyse expérimentale, la caractérisation expérimentale de ces différents variants, parce que je pense que ça sera toujours important de savoir comment ils réagissent par rapport à différents anticorps, mais ça permet potentiellement d'avoir une réponse assez rapide sur la caractérisation des phénotypes de ces différents variants. Et pour terminer, on aimerait beaucoup en fait, pouvoir étendre en fait, ces études-là sur d'autres jeux de données. Donc, on voit qu'en Angleterre, il y a des données, il y a d'autres pays où, en fait, ils ont aussi beaucoup séquencé. Ce qui n'est pas complètement clair, c'est si on a les données en fait, qui permettront d'associer les fréquences des variants dans les différents compartiments hôtes, puisque c'est vraiment là qu'il y a une information qui permet en fait, de replacer, d'estimer les phénotypes. Donc, voilà, si vous avez accès des données, ce serait vraiment, je serais très intéressé en fait, pour discuter de ça avec vous. Et sur ces données-là, donc là, je tiens à remercier François et Florence. Je pense que Florence a été très active pour accéder à ces données. Donc ça, c'est des données de Biogroup avec différentes personnes qui sont impliquées là-dedans. Et pour le Canada, c'est Troy qui a obtenu ces données dont parler. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai été trop long. Peut-être prendre quelques questions. J'avais une question. Donc, ta méthode, elle marche une fois finalement que la vague est finie. À quel moment est-ce que vous avez regardé en fait dans le timing? Au Royaume-Uni, par exemple, ce qu'ils ont fait, c'était plutôt des suivis en household, où quand on connaît le cas index et on connaît ses caractéristiques, vaccinées, non vaccinées, et le nombre de personnes que la personne a infectées, on obtient aussi, c'est comme ça qu'ils ont calculé ces avantages entre variants. Et ça peut se faire dès le début, dès qu'on a des cas dépistés. Et du coup, là, je me demandais sur le suivi des fréquences, est-ce qu'il y a. Ouais, à quel point on peut avoir l'inférence taux dans la. Non, effectivement, ça prend un certain temps pour voir disons que ce que je trouvais intéressant dans les. Vous voyez bien dans les données, justement, les données de Biogroup, on voit un petit peu le. Ça va très vite, en fait, pour se stabiliser. Donc, en fait, après, je ne suis pas sûr que après, je me trompe peut-être, mais ces données sur les households, est-ce qu'elles sont vraiment faciles à accéder pour tout un tas de situations dans différents pays? Est-ce que c'est vraiment facile à obtenir? Je ne sais pas. Moi, ce qui m'intéressait là-dedans aussi, c'est d'un point de vue fondamental, en fait, on est dans une situation où en fait, il y a différents variants qui s'adaptent localement dans une phase transitoire. Donc là, on a des variants qui sont en train de sweeper parce qu'ils sont plus fit, mais on voit quand même qu'il y a une information sur le fait qu'en fait, ils sont plus fit, notamment sur des individus immunisés. Et donc là, on peut utiliser ça pour estimer leur position dans ces multiples dimensions. Ouais. Parce que, je ne sais pas si c'est pas le cas pour Covid, mais pour dans d'autres virus, on a plusieurs variants qui vont co-circuler. Ouais. Et du coup, on ne va pas avoir un variant qui va prendre le dessus. Est-ce que ce genre de méthode, parce qu'on peut quand même peut-être calculer quand même la force, même si ça ne va pas à 100%. Ouais, c'est vrai. Dans le cas où on a deux variants qui co-circulent, par exemple. Alors, c'est possible de calculer des coefficients de sélection par variant. En fait, on compare en fait le changement de fréquence face au reste en fait de la population. On peut calculer ça.
on n'a pas développé ce cadre-là dans ce contexte-là, parce que ce qu'on constatait, en fait, c'était vraiment des suites entre des variants face à un ancêtre, et on pouvait, de proche en proche, en fait, l'idée, c'était d'écrire en fait, les phénotypes, plutôt que de le faire avec des mesures. Enfin, quand on regardait les données de la littérature pour replacer les phénotypes sur cette carte-là, ce n'était pas très satisfaisant, alors que là, on pourrait le faire vraiment à partir des données de proche en proche, entre un variant qui remplace son ancêtre juste avant, pour savoir justement, en fait, est-ce qu'ils sont des variants qui s'adaptent à l'immunité. Oui. En fait, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Là donc, tu contrastes les vaccinés et les non vaccinés, en particulier pour estimer le facteur Q. Parce que du coup, parmi les non vaccinés, et tu en avais parlé un petit peu, il y a donc des vrais naïfs qui n'ont jamais eu le virus, il y a ceux qui ont déjà été infectés. Donc, finalement, là, le delta qu'on est en train de mesurer, c'est une adaptation vraiment au vaccin, et pas juste à l'immunisation éventuellement naturelle. Enfin, en tout cas, il y a 3 bandes dans cette histoire, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Dans ce modèle-là, alors précisément, dans ce modèle-là, dans le modèle que... Alors, Ouais. Dans ce modèle-là, en fait, cette catégorie-là, elle regroupe à la fois les vaccinés, qui sont issus de cet événement-là de vaccination, mais aussi une partie des individus qui ont guéri de manière naturelle. Donc la question après, c'est comment estimer ça de manière satisfaisante dans le modèle pour pouvoir après estimer proprement la position du phénotype. Et du coup, il faut avoir à la fois la proportion d'individus vaccinés, puisque ça, on peut l'avoir à partir des données épidémiologiques, le suivi en fait, des vaccinants, ça c'est facile. Je pense qu'on peut aussi espérer connaître, étant donné les modèles épidémiologiques qui sont faits par ailleurs, le nombre de cas qui est déclaré, des gens qui étaient naïfs et qui ont guéri, pour pouvoir connaître en fait ce compartiment. Et à partir de là, en fait, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir estimer en fait. Parole de ceux qui sont sur Zoom, donc il y a deux personnes qui ont une question. Ouais. Elisa, tu veux la poser? Oui, bonjour, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, merci beaucoup pour l'exposé, Sylvain. Oui, j'avais une question concernant la fitness. Si j'ai bien compris, là, elle combine à la fois la transmissibilité, l'infectivité, c'est ça? Un peu tout? Ouais. La durée de l'intervalle générationnel. Est-ce qu'on a moyen enfin, ou est-ce que vous avez un peu creusé qu'est-ce qui driverait finalement la fitness? Alors, ça, c'est des choses que je n'ai pas eu le temps de passer, mais de préciser, en fait, là, le phénotype, il y a juste 2 dimensions. Il y a le taux de transmission et l'infectivité, effectivement. Mais le taux de guérison, c'est constant. Donc, il n'y a pas de structure en âge, notamment, dans les taux d'infection. Donc, ça impose une certaine distribution, en fait, des temps passés dans les classes infectées, qui est exponentielle. Donc, on pourrait modifier ça, c'était un des points à la fin en conclusion, on pourrait modifier en fait ce modèle-là en mettant une structure en âge dans les infections. Ça, c'est pas fait encore. Ce qui est possible, c'est ça la question, c'est sur le. Oui, entre autres. Trait, en fait. Parce qu'effectivement, oui, il y a eu, en fait, ce qu'on sait maintenant, c'est que les temps de génération, ils peuvent aussi évoluer. Donc, c'est une autre dimension du phénotype. C'était plutôt à celle-ci, à l'évolution, enfin, l'impact de l'évolution sur chaque trait, enfin, sur chacune des caractéristiques de la sévérité de l'épidémie, de la maladie. Donc là, en fait, on impose en fait, le fait que la variation ne peut se dérouler uniquement sur le taux de transmission et sur l'infectivité. D'accord. En fait, la plupart du temps, quand on parle des variants, ce qui est inquiétant, c'est la capacité d'un nouveau variant, par exemple, à échapper à l'immunité. Et on sait très bien qu'il y a des variants qui ont une forte transmissibilité par rapport à d'autres. C'est pour ça qu'on s'est focalisé sur ces 2 traits-là, mais simplement pour simplifier. Et après, s'il y a d'autres traits, s'il y a une dimension plus importante de la variation phénotypique, il faudra que la carte aussi
prennent en compte ces dimensions, ce qui semble plus compliqué à faire, mais peut-être que c'est possible. Mais là, simplement, on est dans un cadre où on a imposé ça. D'accord. Mais ça j'avais bien compris, je crois, mais c'était dans quelle mesure c'est possible d'étendre. Et donc, c'est possible, mais Alors, c'est complexe, quoi. en fait, ce qu'on peut faire, donc ça on peut le montrer aussi, c'est que s'il y a une structure en âge qui peut prendre un peu des formes très différentes, c'est-à-dire, si on prend, par exemple, on pourrait dire qu'en fait, la transmission n'arrive pas tout de suite, mais un peu plus tard. En fait, cette structure en âge, ça va être aussi une variable rapide, en fait, dans le modèle. Et en fait, on peut montrer qu'on peut écrire exactement en fait, les mêmes modèles, mais en modifiant la définition des traits de transmission et de guérison comme des moyennes sur cette variable rapide qui serait le temps passé dans différents âges de la population. Ça, sous certaines hypothèses, ça peut fonctionner, ça peut permettre en fait, de conserver le même cadre, malgré le fait qu'en fait, on violerait en fait, ces hypothèses où la distribution soit exponentielle. D'accord, merci. On a une autre question d'Étienne. Est-ce que tu veux la poser directement ou N'importe, mais ça rejoint un tout petit peu la question précédente en quelque sorte. Je me demande dans quelle mesure l'approche pouvait être découpée pour aller explorer à l'échelle de substitution ou de mutation ou de délétion-insertion, principalement quand elles sont communes à certains de ces lignages récurrentes ou convergentes, et ce qui est une des questions aujourd'hui avec les mutations qu'on voit apparaître dans les différents sous-lignages d'Omicron qui co-circulent. Ouais. Donc ça, c'était aussi un point que j'avais mis dans la conclusion, c'est-à-dire qu'il est possible d'écrire des modèles. Donc là, ce qu'on suppose, c'est qu'on a vraiment des clones en fait, qui sont en compétition, des variants qui ne font pas de recombinaison, notamment. À partir du moment où il y a plusieurs sites en fait, qui pourraient être partagés, par exemple, entre différents variants, ce qu'on a besoin en fait, pour décrire cette évolution, c'est en fait, des modèles multilocus qui permettent de suivre les fréquences des mutations, comme on le fait là exactement, mais aussi en fait, les associations entre ces mutations. Ça, c'est possible à faire. Donc, ça rajoute en fait, des équations qui vont décrire les associations entre mutations. Et là aussi, ces associations, elles vont dépendre évidemment de la recombinaison qui va couper en fait, ces liens entre les mutations, qui peuvent décroître en fait, ces associations génétiques. Mais il y a aussi des forces adaptatives comme l'épistasie qui vont, au contraire, lutter contre cette destruction des associations et qui peut, au contraire, générer des associations, le maintien de ces associations. Donc ça, c'est possible à faire. Et ça, c'est vraiment, c'était une perspective aussi à ça pour voir comment ces associations elles pouvaient se distribuer quand on considérait, en fait, par exemple, le déséquilibre de liaison dans les individus vaccinés ou dans les individus naïfs. Ce n'est pas clair encore comment ça pourrait se passer. Évidemment, ça va dépendre de l'épistasie, de la recombinaison, etc. Mais c'est faisable. En fait. Merci. Et juste une autre toute petite ou une curiosité, et au niveau de la vaccination ou de l'immunisation par exposition, là aussi, c'est quelque chose qui peut être pris en compte parce que selon les pays, ce n'est pas les mêmes types de vaccins qui ne vont pas avoir les mêmes forces de protection, on va dire. Et pareil, l'exposition antérieure, selon les lignages auxquels les gens étaient exposés, ça modifie peut-être l'impact qu'un variant donné, enfin l'environnement d'un variant donné. Ouais, donc ça, c'est ce qu'on essayait de faire dans ce modèle un petit peu plus réaliste, qui de toute façon très simpliste. C'était l'idée que on ne faisait pas une dichotomie entre les naïfs et les vaccinés, mais entre les naïfs et ceux qui avaient une immunité imparfaite. Et là-dedans, on mettait beaucoup de choses très différentes. C'est-à-dire à la fois des vaccins qui sont imparfaits, mais aussi des immunités naturelles qui peut-être sont très efficaces au bout de quelques semaines ou quelques mois après la guérison, mais qui vont, en fait, l'efficacité de l'immunité va décroître au cours du temps. Donc, voilà, c'était ça l'idée, en fait. On est face à vraiment un système très, très compliqué, puisqu'il y a une structure en âge de l'efficacité de l'immunité, et pour essayer de comprendre un peu, de faire cette carte, on a vraiment besoin de simplifier. Donc là, on a coupé court sur un certain nombre on a fait des choix, en fait, sur cette complexité, en mettant ensemble, en fait, cette immunité naturelle imparfaite et la vaccination imparfaite. Mais évidemment, s'il y a différents vaccins, ça va rajouter des dimensions, puisqu'on n'aura pas uniquement les naïfs et
d'immunisés, mais on aura autant de classes immunisées que de classes de vaccinés. Mais du coup, on a quelque chose qui paraît difficile à gérer, en fait, difficile d'arriver à faire une carte quand il y a autant de dimensions, quoi. Merci en tout cas.